ce soir le président du MEDEF et le secrétaire national du Parti communiste. Bonsoir Fabien Roussel. Bonsoir. Avec cravate, j'ai bien noté. Bonsoir Patrick Martin. Bonsoir. Sans cravate, on se lâche un peu du côté du MEDEF. Ravi de vous accueillir ce soir pour ce débat. Je vais me lâcher. XXL, on va voir si vous vous lâchez. On va essayer de voir ce qui vous éloigne peut-être ce soir sur les grands dossiers du moment et ce qui vous rapproche également. On parlera dans quelques minutes du budget de la Sécu qui a donc été finalement adopté hier. Mais d'abord, si vous voulez bien, ces deux études publiées ces derniers jours sur les ultra-riches sur la planète et en France. Première étude signée de l'économiste Thomas Piketty sur les ultra-riches dans le monde. Qui explique que les 56 000 personnes les plus riches de la planète possèdent aujourd'hui 3 fois plus que la moitié de l'humanité et que l'écart s'est creusé ces dernières années. Deuxième étude menée cette fois-ci par l'INSEE en France donc. Les 10% des Français les plus fortunés possèdent la moitié du patrimoine de tout le pays et là aussi l'écart s'est creusé. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter? Patrick Martin. Bon, je voudrais commencer par d'abord saluer Fabien Roussel, avec qui j'ai des désaccords profonds, on va s'en expliquer à l'instant, mais je me permets de le dire, probablement un certain nombre de convergences. Nous sommes des patriotes, nous sommes attachés à nos territoires, nous sommes attachés à l'industrie et je crois soucieux que notre pays crée de la richesse. Après, c'est sur la répartition qu'on peut diverger le cas échéant, j'espère pas trop. Mais pour revenir à votre question, moi je voudrais simplement souligner que la France est le pays d'Europe, toute proportion gardée, où il y a le moins de milliardaires. Il y en a beaucoup moins qu'en Allemagne, il y en a beaucoup moins qu'en Italie et ça me vaut de dire que notre vrai problème, c'est donc de créer de la richesse avant de la partager. 10% les plus fortunés qui possèdent la moitié du patrimoine, ça vous semble être... 10% des Français qui payent 74% des impôts. Donc tout va bien, Fabien Roussel, à partir du moment où il paye des impôts. Je suis très heureux de débattre avec Patrick Martin. Je suis, moi, un responsable politique qui défend autant le monde du travail que les entreprises. Je sais faire la différence entre les petites entreprises et les grandes entreprises, celles qui sont cotées en bourse, celles du CAC 40. Je vois que vous préférez, vous aimeriez qu'il y ait plus de milliardaires en France, parce que par rapport à d'autres pays d'Europe, il y en a moins. Moi, j'aimerais surtout que les salariés qui travaillent gagnent mieux leur vie, qu'ils puissent vivre de leur travail. Et ça, c'est un vrai sujet. Et vous avez donc introduit tout de suite la question de la répartition des richesses. Notre pays produit des richesses. Je pense que nous pourrions en produire plus, et c'est un vrai sujet, la production, investir dans l'outil de production, relocaliser l'industrie. Nous avons véritablement un vrai enjeu là-dessus, de produire plus de richesses, et bien sûr, de mieux la répartir. C'est-à-dire qu'il y a la question de la répartition de la richesse, et il y a la question aussi du sens que l'on donne au travail. Pourquoi on travaille? Est-ce que chacun et chacune, ceux qui nous regardent, doivent travailler pour enrichir des actionnaires pour qu'il y ait plus de milliardaires? Ou est-ce qu'on doit travailler, mais je parle du chef d'entreprise comme du salarié, du cadre, de l'ingénieur, du soudeur, ou est-ce qu'on travaille pour pouvoir vivre de son travail, être heureux au travail, apprendre au travail, se former au travail? C'est une vraie question de société quand même. Est-ce que chacune d'entre nous, on bosse pour enrichir et faire des milliardaires? Ou est-ce qu'on bosse pour pouvoir vivre et vivre dignement tout simplement? Et en même temps, à travers nos salaires, financer la protection sociale, financer notre retraite, financer notre sécurité sociale, notre santé, financer la dépendance de nos parents, de nos grands-parents. Enfin, c'est tout ça qu'on a comme enjeu en face de nous. Je trouve qu'ils sont merveilleux, mais on a un vaste chantier pour reconstruire la France. Alors j'évoquais des points de convergence relatifs dans tous les propos que vous venez de tenir. Il y a des points de convergence. Il y a un phénomène qui, en définitive, dans le débat public, je veux dire dans le débat politique, est occulté, c'est que la France est encore la 7e puissance économique mondiale. Elle n'est plus qu'au 25e rang en termes de pouvoir d'achat par habitant. C'est un vrai scandale. Il y a quelques années encore, on était sur un pied d'égalité avec les Allemands, avec les Hollandais. Dorénavant, les Hollandais ont un pouvoir d'achat de 50% supérieur à celui des Français. Les Allemands, 30%. Je ne parle pas des Suisses. Et donc, le vrai sujet, me semble-t-il, sur lequel on doit débattre, avant de parler du partage de la valeur, c'est donc de la création de valeur. Qu'est-ce qui se passe actuellement dans le cadre des budgets, du vote des budgets, projet de loi de finances de la sécurité sociale? On vient réduire la quantité de travail et on vient dissuader l'investissement.
Sauf erreur de ma part, pour produire, il faut du capital et du travail. Ça évoque évidemment quelque chose pour vous. Je finis simplement en vous présentant de loin, c'est assez compliqué. Je n'ai pas le bras assez long. Montrez-le à la caméra, ou je vais le montrer si vous voulez, Patrick Martin. Si vous pouvez glisser jusqu'à moi, vous êtes venu avec vos courbes, je viens les chercher. Des chiffres d'Eutelsat, donc ce ne sont pas des chiffres du MEDEF, qui établissent quoi? Qui établissent que quoi qu'on en pense, le partage de la valeur dans les entreprises françaises est le plus équitable. Je vais le montrer, mais honnêtement, je pense qu'on verra rien de si loin. Mais je vais le tenter quand même. Alors, je l'ai un peu en tête. Le partage de la valeur dans les entreprises françaises est de loin, le plus favorable aux salariés de l'Union européenne. Le rendement des capitaux investis dans les entreprises françaises est de loin le plus faible de l'Union européenne. Et je crois que c'est ça notre vrai sujet. On s'est accordé il y a quelques années avec les syndicats, hormis la CGT, pour constater qu'au fil des ans, ce partage de la valeur ne s'était pas déformé au détriment des salariés. Il s'est déformé au profit de l'État, avec des prélèvements qui sont toujours plus lourds, et que par comparaison avec les autres pays, nous étions, pardon de l'expression, c'est un peu provocateur, les plus vertueux. Je reviens simplement sur ces deux études que je citais il y a quelques instants, qui disent aussi la même chose sur un autre point. C'est pas en travaillant qu'on s'enrichit aujourd'hui, c'est avec le patrimoine qu'on hérite. C'est ce que disent l'étude Piketty et l'étude de l'INSEE. Le poids de l'héritage ou de la transmission pendant la vie est bien plus important que tout ce qu'on peut gagner. En tout cas, c'est le meilleur moyen de s'enrichir aujourd'hui. En une solution, et on n'est même pas obligé de parler de la taxe Zuckman, mais en une solution, qu'est-ce que vous faites, vous, Fabien Roussel, là-dessus? Rien, en disant tant mieux si tout le monde s'enrichit, ou vous prenez aux plus riches pour donner aux autres? Non, et c'est pas seulement la part de l'héritage. J'ai regardé ce beau reportage fait par Élise Lucet sur Bernard Arnault, c'est aussi les dividendes. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui une part des grandes entreprises, des grands actionnaires de notre pays, comme Bernard Arnault, qui se versent un très petit revenu, un très petit salaire, mais qui a perçu en 2023 3,7 milliards, je crois, de dividendes. Lui, personnellement, pas sa famille, pas le groupe, lui, personnellement, il a perçu plus de 3 milliards de dividendes, sur lequel le taux d'imposition est extrêmement faible, puisque c'est un taux d'imposition lié à la PFU, le prélèvement 30%, ce qu'on appelle la flat tax. 30%. C'est-à-dire que là-dessus, il n'y a pas de cotisation. Ils ne cotisent pas. Ils payent de la CSG, comme moi. Ils payent de la CRDS, comme moi. Ils payent de l'impôt comme moi, mais ils cotisent pas quand même. Et donc, ils se versent. C'est ça le problème. Est-ce que ça, c'est un problème, Ce que nous proposons, M. Fauvel, ce que nous proposons, mais je voudrais juste entendre Patrick Martin, est-ce que c'est un problème ou pas? Que nous appelons des revenus financiers. C'est un revenu pour lui. Il gagne plus d'argent par les dividendes que par ses salaires. Mais qu'il cotise, tout simplement. Comme n'importe quel employeur, comme n'importe quel salarié, qu'il y ait une cotisation dessus qui finance notre modèle social. C'est la moindre des choses. Alors, je voudrais simplement rappeler, mais vous le savez pertinemment, que dans le prélèvement forfaitaire unique, il y a 17% de cotisation sociale à travers la CSG. Donc ça contribue bien à l'équilibre des régimes sociaux. Comme nous cotisons tous à la CSG. Premier point, quel est le rendement des capitaux investis dans les entreprises françaises, en moyenne? 3%. Est-ce que pour gagner 3% par an en dividendes, vous mettriez en risque, comme Bernard Arnault l'a fait, comme bien d'autres, comme moi, je le fais. Je rappelle que quand Bernard Arnault a pris la tête de son entreprise, c'était Ferinel à l'époque. Il devait y avoir quelques 250 salariés. Il a maintenant, simplement en France, 40 000 salariés. Je ne crois pas que les salariés de LVMH soient les plus maltraités de France. Et moi, je m'honore que nous ayons dans notre pays, mais dans les rangs du MEDEF, aussi bien des très grands groupes comme celui que vous évoquez, et bien d'autres encore, autant que des PME, des TPE. Nous avons 240 000 entreprises dans nos rangs. Eh bien, je peux vous dire qu'opposer les grandes entreprises aux petites entreprises, c'est peut-être facile sur le plan de la polémique, mais c'est une hérésie sur le plan économique. Moi, je vais parler de ma propre entreprise. Si ma propre entreprise n'avait pas des clients qui sont des grands groupes, en partie internationalisés, je peux dire que mon entreprise ne serait pas dans l'état dans lequel elle est. Et donc, c'est un tissu économique, c'est un écosystème, comme on dit maintenant. Je pense que c'est très dangereux de vouloir opposer les grands et les petits. Là où je les oppose, Monsieur Martin, et ce qui est regrettable, c'est que ces grands groupes qui brassent énormément d'argent, qui ont des avocats fiscalistes, qui leur permet de faire de l'évitement fiscal à gogo, qui leur permet de transférer leurs bénéfices, une part de leurs dividendes dans des paradis fiscaux, dans des pays où, via des holdings, où ils payent moins d'impôts. Cela trahissent le contrat social du pays, justement. Une petite entreprise, elle n'a pas les moyens de faire ça. La deuxième chose que je regrette, c'est que ces grands groupes, justement, sont ceux qui, depuis des années,
On fait le choix d'investir à l'étranger, de délocaliser une partie de la production de notre pays au lieu d'investir dans notre pays. Et c'est là où nous avons vécu une désindustrialisation totale. Nous avons perdu plus de 2 millions d'emplois, 2 millions d'emplois ces 30 dernières années. Mais c'est une catastrophe. Et c'est là où je dis que nous avons un véritable défi à relever ensemble, c'est la réindustrialisation du pays. Or, aujourd'hui, encore maintenant, ils investissent aux États-Unis, ils investissent en Chine. Et la France est le pays où ces groupes investissent le plus à l'étranger par rapport à l'Allemagne et l'Italie, qui sont deux pays européens que l'on compare souvent entre nous. La réponse de Patrick Martin, et on parle juste après du budget de la Sécu. Alors, pourquoi ces groupes, il ne faut pas en faire une généralité, beaucoup d'entre eux continuent à investir en France, pourquoi ces groupes vont-ils investir à l'étranger, y compris au sein de l'Union européenne? D'abord parce qu'il y a des marchés dynamiques, et ensuite parce que leurs conditions d'exploitation sont plus favorables. J'imagine qu'on va parler des aides aux entreprises. Si nous avions en France les mêmes conditions, le même niveau de prélèvements obligatoires, fiscaux et sociaux qu'en Allemagne, on aurait de l'ordre de 100 milliards d'économies, et donc la France serait plus compétitive, par voie de conséquence, plus attractive pour les investisseurs. L'impôt sur les bénéfices en Allemagne et en Italie sont plus élevés qu'en France. Et eux investissent moins en Chine et aux États-Unis. Les chiffres sont têtus. Hein. Nous, on a, de par nos grands groupes, on a 62% des emplois de ces grands groupes qui sont à l'étranger, quand l'Allemagne et l'Italie sont autour de 30%. On est un des pays où les grands groupes tricolores investissent le plus à l'étranger. Si encore c'était pour vendre dans ces continents, ce que certains font, mais c'est pas ça. C'est qu'ils produisent, ils produisent là-bas pour ensuite importer en France et en Europe. Et c'est là où il y a un coup de poignard dans le dos, où il y a une trahison, et qu'il faut empêcher. Et il doit y avoir des lois aujourd'hui qui empêchent, qui interdisent ces délocalisations boursières. Parce que le seul objectif, c'est la rentabilité financière. C'est pas de servir le pays, c'est pas de servir les emplois, c'est pas de servir le climat. Fabien Roussel, Patrick Martin, pardon, je voudrais qu'on avance un tout petit peu. Promis, je vais vous redonner la parole dans quelques instants pour parler de l'actualité du jour, actualité économique et politique. L'adoption du budget de la sécurité sociale hier avec 13 voix d'avance, mais pas les voix des communistes qui ont voté contre. D'ailleurs, ça va peut-être vous rapprocher ce sujet-là, parce que vous étiez inquiet du budget de la Sécu, Patrick Martin, les communistes ont voté contre aussi, sans doute pas pour les mêmes raisons, mais est-ce que ce soir vous êtes soulagé par cette adoption ou encore inquiet, Patrick Martin? D'abord, le MEDEF n'a pas eu à voter. Je rappelle que le MEDEF... Vous n'étiez pas dans l'hémicycle, contrairement au Parti communiste. Ensuite, ce PLFSS est extrêmement décevant, et je dirais inquiétant. Il est décevant parce qu'il y a des économies qui s'imposent au regard de l'état critique de nos finances publiques. Et par ailleurs, en ce sens que, je le redis, il fait exactement l'inverse de ce qu'il faudrait faire pour favoriser le site France, la production en France, l'attractivité de la France. La reculade sur la réforme des retraites va porter préjudice à qui? Pas aux entreprises, au pays, aux futures générations. Et on ne règle pas ce problème cruel de déficit et de dette publique. On fait payer les plus jeunes, c'est ça ce que vous dites? On a revalorisé les retraites finalement qui ne devaient pas être indexées, on suspend la réforme? D'une certaine manière, on est dans le déni. Je crois que tous les chiffres convergent, ceux du Conseil d'orientation des retraites, ceux de l'OCDE, ceux de la Cour des comptes, pour dire qu'on va droit dans le mur, d'une manière générale sur notre protection sociale, singulièrement sur nos retraites. Et donc, on cale devant l'obstacle, on met la poussière sous le tapis, le problème ne pourra que s'amplifier. Et donc, c'est l'intérêt des salariés et des retraités d'avoir quand même des régimes de retraite qui s'équilibrent. Nos concitoyens, les jeunes en particulier, ne font plus confiance dans les régimes sociaux. Eh bien, je pense qu'ils sont pleins de bon sens et que malheureusement, ils ont bien raison. Fabien Roussel, sur les retraites d'abord, peut-être. Le déni de réalité que décrit Patrick Martin. C'est révélateur, mais là, c'est un point de divergence profond. C'est que le point de divergence entre nous, c'est que nous regrettons qu'il y ait eu cette réforme des retraites à 64 ans pour l'ensemble des salariés, 62 pour les métiers pénibles, qui devaient partir à 60 avant. Tout le monde a pris 2 ans. Tout le monde a pris plus de trimestres pour avoir droit à une pension pleine. Des femmes vont devoir travailler jusqu'à 67 ans. Cette réforme est injuste et a été brutale, imposée violemment par un 49-3. Et les Français aujourd'hui sont toujours vent debout contre cette réforme des retraites. Et je suis très heureux qu'elle s'impose encore dans le débat politique aujourd'hui. Et je suis très heureux que, sous la pression, nous ayons réussi à obtenir
un petit bouger, c'est-à-dire une suspension, décalage de 3 mois à partir de la génération 64. C'est bien modeste, je suis très content pour ceux qui vont pouvoir en bénéficier. Et je pense moi, à ces hommes et ces femmes qui ont des métiers durs, pénibles, qui sont cassés par le travail, qui n'ont qu'une hâte, c'est de pouvoir partir avec une retraite qui aujourd'hui représente même pas 50%, 55% de ces 25 meilleures années. C'est-à-dire des retraites qui sont même pas au niveau. L'enjeu aujourd'hui, c'est de leur permettre de partir au plus tôt. Nous nous battons contre cette réforme des retraites et donc pour son abrogation, et pour relever le niveau des pensions, pour que ceux qui ont travaillé 40, 42 ans puissent vivre et vivre heureux. Et le vrai débat qu'on a entre nous, on l'a déjà eu à la fête de l'humanité d'ailleurs, c'est quelle part des richesses du PIB, des richesses que nous produisons, quelle part des richesses nous investissons dans notre système de retraite? Est-ce que nous le maintenons à 13% tel qu'il est aujourd'hui? Est-ce qu'on le maintient à ce niveau-là? Ou est-ce que vous voulez le baisser? Et nous disons qu'il faut l'augmenter d'1 point. Pourquoi? Parce qu'on vit plus longtemps. Parce qu'il y a des personnes qui sont aujourd'hui en état de dépendance et qu'il faut prendre en charge, évidemment, parce que ce sont nos grands-parents et qu'on ne peut pas les laisser dans des mouroirs sans soins. On laisse et donc, répondre oui, Patrick il faut Martin. y consacrer plus de richesse. C'est une question de dignité et d'humanité. Le meilleur moyen d'y consacrer plus de richesse, c'est déjà de produire plus. Que faut-il? Exactement, là on est d'accord. Que faut-il pour Il faut produire plus. Ça, c'est le débat. Que faut-il pour produire plus? C'est là-dessus qu'il faut Il s'accorder. faut travailler plus et attirer les Là, on est plus investisseurs. Bien. Moi, Qu'on Vous soit avez plus- failli être d'accord sur Que 3 l'on soit phrases à la plus suite. nombreux à travailler avant de travailler plus. Patrick Martin, Patrick Martin, la avant de réponse. travailler Non, mais plus, vous le soyons savez. plus nombreux à Non, mais travailler. Il y a 5 millions de personnes vous le sans emploi. savez, j'ai pour ainsi dire une obsession, hein. Le terme est peut-être inapproprié, mais je l'assume. C'est qu'on s'occupe beaucoup plus des jeunes, parce qu'on a une poche scandaleuse de chômage, de jeunes qui D'accord. sont des exclus, etc. Et donc, il faut qu'on travaille ça beaucoup plus qu'on ne le fait. Mais Je vous propose un deal. non, mais attendez, je finis. La réponse Allez-y, et le deal alors ensuite. après, je vous Oui. propose un deal. Je finis Allez-y. et on dit éventuellement ensuite. Tout ce que vous dites là, d'un point de vue humain, on peut l'entendre, on peut le partager. Ça ne donne pas l'ombre d'une esquisse de solution quant au financement. Et vous savez comme moi, et je le redis, tous les chiffres en attestent, qu'en suspendant, sans même revenir à 62 ou à 60 ans a fortiori, on va creuser massivement le déficit des retraites. Comme d'ailleurs on est en train délibérément de creuser le déficit de l'assurance chômage. Donc à un moment donné, il y a un principe de réalité. Et moi je veux bien croire à l'argent magique, mais je ne l'ai encore jamais vu. Non, mais il n'y a pas d'argent magique. L'argent, il est issu des richesses que nous produisons et de la justice sociale. Et vous savez que dans les propositions de financement d'une meilleure réforme des retraites, nous proposons par ailleurs l'égalité femmes-hommes dans les salaires. Ça fait tout de suite gagner 4 à 5 milliards d'euros de cotisations supplémentaires. Mais il y a aussi ce que je disais tout à l'heure, une cotisation sociale sur les revenus financiers. 500 milliards d'euros de revenus financiers en 2024. Vous mettez 10% dessus, ça fait tout de suite 50 milliards. Mais je vais vous proposer un deal concernant la jeunesse. Allons-y. La jeunesse, c'est un sujet de préoccupation majeur. Nous devrions avoir toutes nos priorités, toute notre énergie consacrée à faire en sorte que chaque jeune de notre pays ait la meilleure éducation, la meilleure formation et un avenir correspondant à ses compétences, à ce qu'il sait faire, que ce soit dans l'industrie, dans la recherche, dans les services publics. Ils sont 800 000 à sortir de nos écoles tous les ans. Garantissons-leur, vous, avec l'État, mais vous, les entreprises, à chacun et chacune d'entre eux, un emploi correspondant à leur formation, avec un salaire correspondant à leur formation, à leur niveau de diplôme. Je suis scandalisé de voir des jeunes ingénieurs sortir avec un bac plus 5, bac plus 6, en fonction de ce qu'ils ont fait, et à qui on leur propose des salaires de 2200, 2300 euros net. C'est indécent. Ce n'est pas juste, ce n'est pas au niveau. On a des cerveaux chez nous, des mathématiciens, des data scientists qui sont encore en train de chercher du boulot. Et on a des jeunes qui pourraient être soudeurs, qui pourraient être mécanos, qui pourraient être électriciens. On en a besoin dans l'industrie. On a tué ces filières dans nos lycées professionnels et je le regrette profondément. La réponse... On a transmis ça à des officines privées aujourd'hui, de plus en plus, et ça ne va pas. La réponse Faisons du de la patron du MEDEF. formation un enjeu et faisons avec les entreprises un deal que chacun de nos jeunes, chacun de nos enfants ait un boulot et un salaire. Écoutez, qui, sinon le MEDEF, s'est emparé, séance tenante, quand l'État l'a souhaité, de l'accueil des stagiaires de seconde? Où sont 98% des apprentis dans les entreprises privées? C'est assez étonnant qu'il n'y en ait pas plus dans le secteur public. Qui s'est emparé très résolument de la réforme des lycées professionnels? Le MEDEF.
Moi, j'ai encore visité il y a 15 jours 2 lycées professionnels. Nous avons des lycées professionnels d'excellence, mais appelons un chat un chat. Nous avons aussi des lycées professionnels, et ça n'est en rien lié aux enseignants eux-mêmes, où on égare dans des filières et dans des formations qui n'ont plus aucun débouché, des jeunes qui, à la fin, ne trouveront pas d'emploi, seront frustrés et seront dans la misère. Je suis prêt pour ce deal. On a parlé, messieurs, beaucoup de la France depuis tout à l'heure. Je voudrais qu'on dézoome un peu pour parler de 3 mots qui sont en train peut-être de révolutionner ce qui se passe à l'échelle de la planète. Ces 3 mots, ce sont droit de douane. Imposé, relancé, on le sait depuis que Donald Trump est arrivé à la Maison-Blanche. Emmanuel Macron récemment, à son retour du voyage de Chine, a dit si on n'arrive pas à convaincre les Chinois d'exporter moins chez nous, il faudra envisager des droits de douane supplémentaires. Je voudrais connaître votre position à tous les deux là-dessus. Est-ce que vous dites on n'y échappera pas, il va falloir taxer davantage ceux qui arrivent en France, quitte d'ailleurs à en subir les conséquences, ou est-ce que vous dites surtout pas parce que ça garantit aujourd'hui le pouvoir d'achat des Français? Patrick Martin. Très intéressant ce que vous venez de dire, bien sûr. Je crois être le seul dans ce pays à avoir reçu à 2 reprises le patron mondial de Chine, qui fait mine de découvrir que certaines des livraisons qu'il fait, que le groupe Chine fait, ne sont pas conformes à nos réglementations, y compris sanitaires, qu'au cas par cas, ils contournent nos règles douanières, qu'ils ne sont peut-être pas tout à fait réalistes dans la valorisation de leurs expéditions pour ne pas payer de TVA. Je suis le seul à l'avoir rencontré. Donc je peux vous dire qu'à l'issue de chacune de ces 2 conversations, chacune de 2 heures, le même monsieur Donald Tang, avec un petit sourire en coin, m'a dit « Enfin, en attendant, j'ai des clients ». Et donc, il faut que chacun de nos concitoyens se mette d'accord avec lui-même. C'est-à-dire que les mêmes qui dénoncent des atteintes à l'environnement, qui dénoncent des conditions de travail qui, dans certains cas, ne sont pas conformes à nos standards, de mettre ça sur le dos des consommateurs. Ne sont pas les derniers à acheter chez Chine. Oui. Et je finis là-dessus. Il se passe quelque chose d'extraordinaire. Moi, je suis pour la frugalité. Est-ce que l'État a pas un rôle aussi ? Je suis pour la sobriété, je suis pour la frugalité. J'ai découvert que là où nous devrions consommer moins de vêtements en particulier, défendre notre industrie du textile et de l'habillement, en réalité, en volume, la consommation de vêtements explose parce que ces grands sites chinois inondent le marché avec du dumping tarifaire. Je donne la parole à Fabien Roussel, mais je vous reposerai la question dans un instant. Est-ce qu'il faut taxer davantage ou pas? Fabien Roussel, taxe ou pas? Droit de douane à ou l'entrée pas de nos frontières européennes? Non. Je vais vous dire, non mais, on pourrait en mettre un peu, mais je ne pense pas que ce soit la solution. Ce que fait Donald Trump avec les droits de douane, c'est une déclaration de guerre commerciale qu'il fait à tous les continents, à tous les pays, y compris à l'Union européenne et à la France. Et d'ailleurs, j'ai honte de voir l'attitude de la France et de l'Union européenne qui se couchent. Il déclare une guerre commerciale et cette guerre commerciale avec des droits de douane, c'est les peuples qui vont la supporter et qui vont payer plus cher les produits qui seront taxés en rentrant dans les pays de l'Union européenne ou en rentrant aux États-Unis. Parce que tous ces produits qui sont importés, qui rentrent aux États-Unis avec des droits de douane de 10, 20, 30% comme ils les annoncent, qui les paye? Ce sont les travailleurs américains. Qui, demain, va payer les droits de douane que nous mettrions aux frontières européennes? Mais c'est les travailleurs, les salariés, les familles françaises, espagnoles, italiennes. Et donc, c'est toujours les mêmes qui payent quand c'est une guerre commerciale. Donc, pour moi, la solution, c'est pas ça. La solution, c'est de soigner notre outil de production. C'est faire en sorte qu'en France, comme en Europe, il y ait une sorte de... En Europe, c'est un European Buy Act. Et la même chose en France, c'est-à-dire choisir la production française. Je reviens de Pont-à-Mousson, Saint-Gobain, où on produit ces tuyaux en fonte. C'est la seule usine de France, 700 salariés, qui produisent des tubes en fonte pour transporter l'eau dans nos canalisations. Ils sont en concurrence avec des tubes indiens, des tuyaux indiens et chinois. Et il y a un enjeu majeur à faire en sorte qu'en France, on choisisse, bien sûr, la production française que la production chinoise et indienne. Et ça, c'est des appels d'offres, c'est des choix politiques, c'est la commande publique qui le fait. Et donc, investissons d'abord ArcelorMittal. Mais ArcelorMittal, il investit au Brésil, aux États-Unis. On va le laisser. Et c'est lui qui importe. C'est Mittal qui importe en Europe l'acier qu'il produit en Inde. Donc pas de droit de douane supplémentaire, mais des choix politiques en France et de produire de l'acier en France. Produisons en France plutôt que de nous occuper de ce qui se passe à l'extérieur. Est-ce que vous dites la même chose, Patrick Martin? Non, pas tout à fait.
Pas tout à fait, et je dénonce cette forme de naïveté ou d'angélisme de la France et de l'Europe qui, en ne privilégiant que le consommateur au détriment du producteur, ont laissé s'affaisser des pans entiers de notre industrie en matière de compétitivité. Ça renvoie quand même au débat qu'on a eu initialement. Si on ne réunit pas les conditions de la compétitivité pour notre industrie, il ne faut pas s'étonner qu'elle se fasse écrabouiller, en particulier par les industriels chinois qui sont très prédateurs. Donc au cas par cas, qu'on ait temporairement des mesures de protection sur certains secteurs d'activité, pourquoi pas, mais ça n'a aucun sens si rapidement, dans l'urgence, on ne mobilise pas des moyens pour regagner en compétitivité, pour investir beaucoup plus qu'on ne le fait. En France, l'investissement est en baisse depuis 2 ans, alors qu'on devrait se digitaliser, on devrait se décarboner. Et je finis là-dessus, parce que c'est la microéconomie, moi, qui m'intéresse. On demande, par exemple, à nos cimentiers et à nos sidérurgistes de se décarboner. Très bien, mais dans le même temps, on les laisse se faire concurrencer sauvagement par des prédateurs étrangers. Donc à un moment donné, il y a un principe de cohérence, de réalité. Si notre industrie n'a pas les moyens de ses ambitions, il faut pas... Je vais aller vite. Ouais. Vous avez défendu les accords de libre-échange qui ont été signés avec la Chine, avec les États-Unis, avec l'Inde, et c'est bien la raison pour laquelle aujourd'hui nous sommes envahis aussi par ces produits, je ne parle pas des petits colis, ces produits, ces voitures, cet acier qui vient ici. Et donc c'est à ça qu'il faut s'attaquer, à cette Europe, l'Europe de Maastricht notamment que nous avons combattu. Il y a une coïncidence. C'est pour ça que c'est plus intelligent de s'attaquer à ces traités de libre-échange qui nous mettent en concurrence avec des pays qui forcément ont des coûts de travail qui sont inférieurs aux nôtres, plutôt que de demander aux Français de s'aligner sur le coût de travail de l'Inde ou de la Chine. C'est pas du tout mon propos. Et ensuite, le coût de l'énergie. Le coût de l'énergie, Patrick Martin. Si on veut investir en France, si on veut soutenir notre industrie, c'est pas une hérésie aujourd'hui d'avoir un coût de l'électricité qui est 3 fois plus fort qu'aux États-Unis, alors que nous avons des centrales nucléaires, nous avons tout ce qu'il faut pour produire l'électricité la moins chère d'Europe et moins chère que je vous propose. Parce que je crois que vous n'avez pas fini le débat ce soir. Je suis un nucléariste. Bon, c'est encore un point. Ça fait encore un point de convergence entre vous. Je vous propose, Patrick Martin, Fabien Roussel, de vous relancer cette invitation si vous souhaitez débattre à nouveau dans les semaines qui viennent. J'avais une toute dernière question pour vous deux d'ailleurs, mais réponse rapide s'il vous plaît. Et là on est davantage dans la politique. Fabien Roussel, je ne sais pas si vous avez lu l'interview de Nicolas Sarkozy qu'il accorde à l'hebdomadaire Le Point cette semaine. On lui demande s'il est pour ou contre le RN dans l'arc républicain et il fait cette réponse. Il dit, à partir du moment où l'on considère que le Parti communiste ou la France insoumise sont républicains, je ne vois pas pourquoi le RN ne le serait pas lui aussi. Eh bien, il a oublié une leçon d'histoire. C'est que pendant la Seconde Guerre mondiale, le Parti communiste français, avec les gaullistes, était dans le camp de la résistance, ce qui n'était pas le cas de l'extrême droite et des collabos. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, la deuxième chose, ce qui m'intéresse, moi, c'est les programmes, c'est le fond, c'est le projet pour la France. Et il y a quand même un projet, le projet que nous défendons, il est foncièrement républicain pour une république sociale et laïque, ce qui n'est pas le cas, justement, du projet défendu. Une partie de la droite dit que le programme du RN est de gauche. Écoutez... Ouais. Et un dernier mot, Patrick Martin, si vous permettez. Est-ce que l'arrivée de Jordan Bardella ou Marine Le Pen à l'Élysée, ce serait nécessairement une mauvaise nouvelle pour l'économie française ? Moi, je ne comprends pas le programme économique. Vous m'interrogez sur l'économie du Rassemblement national. Mais je vais vous dire, je ne comprends plus aucun programme économique. Et je peux vous dire que ça crée un stress terrible dans nos rangs. Le PLF qui va être débattu de nouveau à l'Assemblée dans les prochains jours nous inquiète. Là, vous renvoyez tout le monde dans les 22, mais pas spécifiquement le RN. Mais qui a parlé dans ces débats? Qui a parlé de compétitivité? Qui a parlé de croissance? Qui a même parlé d'emploi? Personne. Si, nous... Patrick Martin admettait que quand on débat à chaque fois, produire en France, créer des emplois, produire de la richesse, réduire le coût de l'énergie, défendre une croissance juste et utile pour le pays. Non, on repart pas. Pardon, Fabien Roussel, pardon, Patrick Martin. Je ne vous ai pas entendu, en tout cas pas assez dans le cadre des débats PLF et avec grand plaisir avec sur grand ce plaisir. plateau. Merci Fabien Roussel, merci beaucoup Patrick Martin d'avoir accepté ce grand débat ce soir dans 60 minutes.